Bonjour chers internautes, je suis Aviva, journaliste de CJDN français. À côté de moi, c'est Manuel. Bonjour à tous, nous avons la chance de vous accueillir pour ce direct dans un endroit absolument extraordinaire. Déjà, il faut qu'on vous dise qu'on est au Yunnan, au fin fond des montagnes du Yunnan. Oui, on est actuellement dans le village Azheke, un village très ancien et avec une histoire combien d'ans? Alors, la minorité Rani qui vit ici, elle est très ancienne. Ce village, il a été établi il y a environ 160 ans. Oui. D'ailleurs, à ce propos, c'est très intéressant de voir comment ils établissent un village. La porte d'un village. D'abord, la communauté choisit un lieu qui est approprié, qui a une source d'eau. Et ensuite, on va choisir 2 gros arbres. Et entre ces arbres, on va construire une porte en bois qu'on va relier par une corde tressée à laquelle on suspend des outils en bois. Oui, c'est peux les vraiment montrer, d'ailleurs. intéressant. Hein. C'est très vieux. Donc Il y a des outils humains, mais pourquoi se sont accrochés le marteau, le couteau, etc. On va être prudent parce que c'est très ancien et donc c'est très fragile. En fait, il y a toute une symbolique, il faut un peu comprendre qui sont les Rani. On va faire un petit topo là-dessus. Les Rani, c'est l'une des 56 minorités officielles de Chine. Ils ont des traditions très anciennes et originellement, ils sont animistes. Animistes, ça veut dire que chaque élément de la nature qui les entoure, chaque élément, une pierre, un arbre, a un esprit. Donc quand ils arrivent dans un village, avant de délimiter, il y a l'équivalent du prêtre, l'ecclésiastique, qui s'appelle le mopi, je crois, qui délimite le périmètre du village avec du sang de chien et avec 2, 3, 4 portes. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce village, les Rani vont être protégés des mauvais esprits. Protéger les habitants ici des diables. Et on peut entrer dans la porte. C'est seulement pour l'humain, hein, pour les fantômes ou les diables. Non, on ne peut pas entrer. Et c'est perçu comme une sorte de protection symbolique. Ouais, c'est ça. Tout le périmètre. C'est un peu difficile à marcher. On va marcher prudemment parce que le terrain est très accidenté. On est vraiment, encore une fois, dans une zone traditionnelle, très difficilement accessible. Probablement que les seuls moyens de transport qu'on va trouver ici, qu'on va voir ici, ce sont les chevaux et les ânes. Peut-être on verra. Hein. On va probablement les voir. Et c'est évident que pour notre caméraman, par exemple, qui recule en nous filmant, sur les pierres glissantes, c'est extrêmement difficile. Donc on va aller très, très lentement. Oui. Donc intéressant, hein, cette minorité Rani, qui est à la fois présente en Chine et puis dans 4 autres pays de la région, notamment là, le Vietnam et le Laos. Ils ont vraiment une manière de percevoir leur environnement. Oui. Qui est... Il y a plein d'arbres. On se trouve dans des forêts, dans la montagne. C'est ça, ils ont une manière de percevoir leur environnement qui doit nécessairement être harmonieuse. C'est-à-dire que si eux ne se sentent pas dans un environnement pur, ils ne vont pas s'installer ici. Donc les montagnes sur lesquelles nous nous trouvons, je crois que tous nos internautes en fait les connaissent sans savoir le nom. Nous sommes en fait sur l'un des lieux où les paysans Rani cultivent le riz en terrasse. Oui, en terrasse. Là-bas, on a une très belle vue avec le terrasse. Il y a beaucoup de nuages. C'est pas très grave. Non, mais je pense que tous nos internautes ont déjà vu ces images des rizières en terrasse. Ces paysages qui sont à couper le souffle par leur beauté. On va voir un petit peu le rizière en terrasse, pas forcément très bien parce qu'on est vraiment dans les nuages. Oui. Petite c'est anecdote. C'est un endroit céleste. Exactement, on est vraiment dans les nuages. On n'est pas très haut en altitude, on est aux alentours de 1600 mètres je crois, mais on est plongé dans les nuages. Ce qui avait apporté beaucoup d'intérêt pour leur environnement humain. Tu peux nous rappeler ce que ça signifie, le nom de la province Yunnan en français? Comment on traduit en français? Yunnan, le pays au sud des nuages. Sud des nuages, oui, c'est ça. Ben là, on est la tête dans les nuages. Bon, on commence à voir un peu les rizières en terrasse ici. Quand les nuages vont se découvrir, on verra un panorama s'étendre par là-bas. Vous allez voir, c'est vraiment à couper le souffle. Oui. Je suis certain que tous nos internautes... Il y a aussi des riz. Tous nos internautes probablement connaissent ces rizières en terrasse. On va faire un petit stop ici. Il faut rappeler que le riz et les Rani, l'un ne va pas sans l'autre. Les liens entre eux. C'est-à-dire que toute la culture Rani, donc c'est une culture paysanne, une culture qui est profondément enracinée à la fois dans la montagne et dans la terre, et aussi dans l'eau, on va en reparler tout à l'heure.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette culture millénaire, c'est qu'ils ont apprivoisé l'espace et apprivoisé les variétés de riz de manière extraordinaire. Oui. On discutait hier avec un scientifique. Combien de variétés de riz cultivées ici? C'est un peu compliqué de résumer ça comme ça. En tout cas, le riz, il est cultivé ici depuis environ 1300 ans. Wow. Pendant 1300 ans, Oui. différentes variétés de riz ont été utilisées, des riz qu'on appelle rustiques, donc qui sont parfaitement adaptés à l'écosystème local. Oui. On va dire actuellement, les riz qui sont plantés dans les rizières en contrebas, qu'on va voir tout à l'heure, Oui. c'est environ une dizaine, 11, 12 variétés de riz différentes. Il faut bien comprendre que ces variétés sont des variétés anciennes qui ont un patrimoine génétique extraordinairement riche et qui permet en fait de cultiver ici sans le moindre pesticide, fongicide, insecticide, sans le moindre fertilisant, précisément parce que ça fait très longtemps qu'on cultive ici d'une manière respectueuse de l'environnement. On voit ici, c'est une eau d'une extraordinaire pureté. Il y a une source d'eau au sommet de la forêt là-bas. Et alors l'eau coule directement dans le village et dans les rizières, c'est ça? En fait, tout autour, on est cerné par les montagnes. C'est malheureux aujourd'hui, on a beaucoup de nuages, donc on ne les voit pas très bien. Non, et ça donc, va, c'est beau. en permanence, on a cette humidité qui va créer des cours d'eau un peu partout. Il n'y a pas une source, il y en a plein en fait. Et elles sont toutes aussi pures les unes que les autres. D'ailleurs, ce sont des sources sacrées. Oui. Parce que, évidemment, depuis des dizaines, voire des centaines de générations, les paysans ici ont bien compris que c'était absolument vital de conserver un environnement sain. On ne va pas forcément aller plus loin parce que là, on va s'aventurer dans des endroits un petit peu trop compliqués. Village. Donc après, on va continuer à marcher par ici. Oh, il y a une dame Rani là, qui vient nous voir. Je ne sais pas si elle va nous dire bonjour, mais en tout cas, je ne parle pas la langue locale. Et donc. Ni hao. Ni hao, Ah, elle a compris. Elle a compris bonjour. En tout cas, ce qui est encore très important de comprendre, c'est qu'on a finalement une symbiose complète entre le peuple Rani, la manière dont ils ont établi leur village, et on va le voir un peu plus loin, à tous les niveaux de leur fonctionnement. Ils sont respectueux de l'environnement. Et puis les équilibres naturels, donc l'eau pure, purifiée qui arrive de la montagne. Et on va le voir un petit peu plus loin, quelque chose de très intéressant. Okay. On va marcher lentement. Qu'est-ce que tu entends là? Devant nous, c'est la forêt sacrée du village, c'est ça? Oui. Pour chaque village, il y a une forêt sacrée. Et c'est pour protéger les habitants ici ou bien pour quoi? En fait, quand on a parlé tout à l'heure, lors de l'introduction, qu'on délimitait le village pour le protéger des influences malsaines, des esprits malsains, etc. Ah, je vois une plaque là-bas. Personne ne peut entrer. Et donc à l'intérieur de ce périmètre, il y a des endroits encore plus sacrés. Ah oui, c'est ça. Il y a des arbres. Il y a un arbre principal, c'est ça. On va sacrer au Dieu. Alors, et à l'intérieur de ce périmètre sacré, alors déjà il faut bien savoir que parce que c'est sacré, on ne peut pas rentrer des saletés, rentrer de manière impure, un peu comme dans une mosquée ou un lieu de culte autre. On ne peut pas rentrer sale, donc il faut absolument être pur en rentrant dans cette forêt. Et nous, on ne peut pas rentrer, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas Rani, nous ne sommes pas consacrés. Oui, mais chaque année, on va choisir une journée pour sacrifier au Dieu, pour prier pour que les dieux bénéficient les habitants, la récolte ou le bonheur. C'est ça, donc en fait, chaque année, à une date récurrente, il y a un sacrifice votif qui va rassembler toute la communauté locale et qui est supposé, en tout cas dans les traditions, c'est supposé être pensé comme ça, protéger les habitants effectivement et apporter des récoltes correctes et le bien-être, mais pas simplement des humains, le bien-être des plantes, le bien-être des animaux, notamment on va voir, il y a pas mal de cochons qui sont... Je vois, il y a beaucoup de toits de chaume, c'est ça? C'est les maisons de champignons comme... Je crois que le surnom de ces maisons, c'est champignons, parce qu'effectivement, le toit est un peu bombé, un peu arrondi. Oui. Ça, c'est quelque chose que je pense que nos internautes vont connaître, parce que c'est un habitat traditionnel, finalement, qui est bâti à peu près sur tous les continents. On utilise les matériaux locaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'utilise pas de béton, ça veut dire qu'on n'utilise pas de plastique, ce qui n'existait pas évidemment il y a 160 ans. Et du coup, tu sais Manu, les toits de chaume sont faits par des baies dans la rizière. Là-bas, les murs de terre sont pareils.
on utilise les terres dans la rizière. Donc ici, les habitants ont utilisé beaucoup de ressources naturelles dans la rizière, et, par exemple l'eau, etc. Donc c'est vraiment une sagesse. Et donc, effectivement, on utilise des matériaux locaux. Quels sont-ils? La boue, la paille, effectivement la paille de riz, comme tu le disais. Donc on fait en fait finalement des briques de torchis. C'est une espèce de structure en pisé. Donc on va le voir, les bâtiments sont pas très élevés, 2 étages maximum. Mais c'est très robuste, hein. Là, on a des bâtiments qui ont 150, 160 ans. Et effectivement, avec les toits de chaume. D'ailleurs, on voit que c'est totalement végétalisé. C'est totalement végétalisé. Ouais. Mais actuellement, justement, les moissons sont finies et donc il y a un petit peu de paille de riz qui va permettre de colmater un peu les brèches dans le toit. Oui. Et là, on voit bien ici la forêt sacrée. La forêt, finalement, des esprits bienfaisants. Donc encore une fois, il faut essayer de s'imaginer, voir le monde par les yeux des Rani, voir que chaque élément a sa place, voir qu'on doit respecter non seulement tout ce qui est vivant, mais également tout ce qui est inerte. Par exemple, une pierre, possiblement, a un esprit. Et donc on ne doit pas être hostile. Et finalement, c'est pour la raison pour laquelle les Rani sont aussi bien adaptés à leur environnement, c'est qu'ils se mettent à la même position socialement, finalement, que le milieu qui les entoure. Et là, on arrive à une zone. C'est l'eau du montagne sacrée, un peu. Je vois, elle boit l'eau directement. Une zone assez extraordinaire. Oui. Et d'une importance capitale. Des touristes. Je vais goûter un peu, tu veux? Je ne vais pas goûter. Ok, je vais goûter un peu. C'est marqué sacré partout, donc. Waouh, c'est douce et vraiment fraîche. Tu veux pas? Non, merci, ça va. Waouh. Et vous voyez, il n'y a pas de robinet ici. Hein. Et l'eau coule peut-être par ici. Oui. Alors, juste, on va un peu rappeler ce que c'est l'eau pour le peuple Rani. Oui. L'eau pour le peuple Rani, on pourrait simplifier en disant que c'est le sang du village. Oui. Et encore une fois, le sang du village, il arrive de la montagne. Oui. Donc nous sommes dans un lieu d'habitation. Il y a une fontaine naturelle là-bas. C'est ça, il y en a plusieurs. Oui. On est dans un lieu naturel. Oui. Et très haut dans la montagne, on a l'irrigation de la vie. Oui. Donc ce qu'on va avoir ensuite ici, tout le long du village, oui. on va avoir un cycle de l'eau apparent, en permanence. Oui, ici, par exemple. Il n'y a aucun moment où on est séparé de l'eau. On le voit d'ailleurs directement, on peut s'avancer ici. Je ne sais pas si le caméraman va pouvoir des canaux filmer ici. ça. L'eau coule. Voilà. Donc là, il nous fait un gros plan ici. Cette eau, donc un peu comme les veines ou les artères dans le corps humain, il va irriguer chaque endroit du village. Oui. Et aussi ses dépendances agricoles. Oui. Et aussi les animaux. Et il va purifier à la fois le village et l'alimenter en nutriments. Et donc ces canaux-là, on va dire ces rigoles ou ces petits canaux, on les a sous nos pieds en permanence. D'ailleurs, il y a énormément de trous, c'est très dangereux pour le caméraman. Oui, c'est un peu. Là, il est en train, vous ne le voyez pas, mais il est en train d'enjamber une espèce de précipice. Voilà. Ah. Il pleut aujourd'hui, donc c'est plus forte l'eau. Et oui, effectivement, mais ce qui est extrêmement bien prévu, c'est qu'on voit bien que le fossé est très profond. Oui. Et donc même s'il y a beaucoup de précipitations en amont dans la montagne, ils vont réussir à réguler le niveau. Il faut quand même se souvenir que ici on est en Chine et que les Chinois, depuis la nuit des temps, sont les meilleurs du monde pour gérer l'eau. En tout cas, l'ingénierie hydraulique en Chine remonte à des milliers d'années. Et là, ici aujourd'hui à Yuanyang, on en a l'un des exemples les plus connus et les plus extraordinaires. Oui. Je vois, petit clin d'œil par ici. chaque famille, on a 2 étages. Et pour l'étage supérieur, les gens habitent ici. Et pour l'étage inférieur, il y a des cochons. Voilà, là on voit des coqs. Effectivement, chaque famille, il y a 2 ou 3 cochons. Ouais. En fait, il faut bien s'imaginer qu'on est dans des zones extrêmement reculées. Ouais, et donc, ils ont dû développer une forme d'autonomie. Et la première autonomie, c'est l'autonomie alimentaire. Parce qu'autrefois, il n'y avait évidemment pas de route et pas de camions qui arrivaient. Wow. Et pour accomplir cette autonomie alimentaire, ils ont diversifié le rapport énergétique. Donc le riz, on l'a vu, c'est la base de l'alimentation.
Oui. Et puis effectivement, il faut des protéines animales. Donc on a des poules et des coqs Ici, je pour les vois les œufs. poules et les canards, ils n'ont pas peur des gens ici. Donc les gens oui, et les animaux vivent avec une harmonie aussi. ouais, enfin, ils devraient avoir peur, je pense. Mais, Oui, notamment les cochons aussi n'ont pas peur, mais parce qu'ils sont enfermés, donc ils ne peuvent pas partir. Mais il faut encore voilà, essayer de s'imaginer à quel point les équilibres se font à la fois à l'échelle des foyers. Donc, chaque famille est presque autonome en nourriture, avec à la fois des cochons à manger, avec à la fois du riz cultivé. Et on va le voir un peu plus loin. On a des potagers. Des potagers, jardin potager, légumes et fruits. aux légumes. D'accord. Et il y a également, alors là il faudrait confirmer, il y a aussi de la cueillette dans la forêt. Parce qu'évidemment la forêt est extraordinairement riche, extraordinairement diversifiée. Donc il y a des champignons, donc il y a des racines, donc il y a des plantes médicinales, etc. etc. Ce qui fait qu'ici on a un endroit qui, si demain il était coupé du monde, leur vie finalement ne changerait pas beaucoup. Ils ne sont vraiment pas dépendants du monde moderne entre guillemets dans lequel nous on évolue par exemple à Beijing. Oui, effectivement, on voyait tout à l'heure les cochons, il y en a un peu partout. On les entend grogner, je ne sais pas si on l'entend dans le micro, c'est assez rigolo. Et ici, on voit qu'il y a toujours des trappes et que l'eau coule, ruisselle en permanence à l'intérieur. Moi, je ne suis pas assez fort pour soulever cette pierre, mais on voit bien l'eau qui circule. Et encore une fois, il faut s'imaginer que chaque maison bénéficie de cette eau. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'interaction entre les cochons et l'eau. C'est qu'évidemment, pour nettoyer ça, On peut comme un principe de caniveau, aborder des caca et voilà, c'est ça. Disons que dans la rizière. toutes les déjections des cochons et des animaux en général vont être emportées, vont être nettoyées par ce caniveau et vont directement aller par un système de canalisation dans, pas les rizières d'abord, mais d'abord, pas les rizières au début. D'abord, ça va aller dans les jardins potagers. Dans les jardins potagers, ça va servir, des engrais organiques. ça sert de fertilisant automatiquement. Et la terre des jardins sert de filtre. Et donc l'étape suivante, effectivement, toujours par un jeu de canalisation qui est extraordinairement bien dessiné, va conduire effectivement aux rizières. Et alors là, dans les rizières, il y a un réseau de canalisation qui est vraiment, encore une fois, comme à l'image des veines de l'irrigation dans le corps par le sang. Des tout petits canaux de plus en plus réduits qui, dans la moindre petite parcelle... Ah oui. Les dames de Annie. Ouais. Elles sont belles, hein. Oui. Elles sont belles, elles sont en bonne santé, elles sont souriantes. Elles sont surprises de nous voir aussi. Ça ne m'étonne pas. Elles ne comprennent pas le mandarin. Ils parlent les dialogues. Juste un gros plan sur leur coiffe. Nimonra. Oui. Leur coiffe bleue, c'est vraiment typique des Rani qui vivent dans cette... C'est le costume traditionnel. Oui, c'est disons que ce bleu, cette couleur, hein, dans ces châles et ces foulards qui se mettent autour de la tête, c'est produit localement et c'est vraiment une couleur qui caractérise ces Rani précisément. Et on ne va pas trouver les mêmes dans d'autres endroits d'Asie du Sud-Est. Bon, puis on voit bien effectivement les animaux en liberté. Oui, il y a plein de poulets. D'ailleurs, on les entend bien. Hein. Alors là, ce n'est pas les poulets, c'est les coqs. Les coqs qui chantent en permanence. Donc ça sonne un peu comme presque tous les villages du monde où il y a des volailles en fait. C'est le même genre d'ambiance. On entend beaucoup d'eau, on entend beaucoup les coqs et on entend un peu les vieilles dames qui discutent entre elles. Et on n'entend pas une seule voiture, on n'entend pas une seule mobilette, on n'entend pas du tout un téléphone sonner. Et donc on est vraiment dans un environnement qui, je pense nous-mêmes, ça nous fait du bien, non? Oui. Ce calme. Comme ça. Oui, c'est vraiment calme. Une vie très calme et très traditionnelle. Là, on est à la fois dans... cuisine. Ouais, c'est ça, dans les nuages et la fumée. Oui. C'était intéressant, on est rentré hier dans une chaumière. Oui. Et on a vraiment le garde-manger à l'intérieur qui est notamment conservé. Il y a évidemment... une fumée. C'est ça, il n'y a pas de réfrigérateur évidemment. Donc on conserve la nourriture avec les moyens du bord, donc soit en saumure, donc une sorte de marinade, enfin on appelle ça la fermentation, la lactofermentation, ou bien fumée, notamment les tranches de lard. On les voit, ils sont suspendus au-dessus du feu. Il y a vraiment un foyer comme à l'ancienne chez nous en France, où il y avait effectivement pour se chauffer, pour se rassembler, pour cuisiner, puis pour discuter aussi, un feu central. Et au-dessus, il y a des tranches de lard qui sont fumées progressivement. Oui, c'est ça. T'as goûté aussi, c'est délicieux.
c'est vraiment extraordinaire. bon. Ouais. Bon, c'est en Chine hein, que le cochon a été domestiqué Ouais. il y a très longtemps, hein, au néolithique, donc ça fait de nombreux milliers d'années, je ne sais pas, aux alentours de peut-être 15 000 ans. Et la tradition de cuisiner le cochon, le porc en général, Oui. c'est évidemment en Chine qu'il faut être pour manger le meilleur cochon du monde. Alors attention, voilà, Oui. il y a des escaliers. Notre caméraman fait des prouesses parce qu'il marche à reculons sur des pierres glissantes et Oui. des escaliers. Il faut faire attention. Les enfants sont aussi très agiles ici, monsieur. 谢谢. Elle m'a dit je suis jolie. Ah ouais, elle aime bien le rose. Hein. 谢谢. Mais tu es jolie aussi, tu sais. Oui, 你也很漂亮. Allez, saute, 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 saute. Attention. Hi. Tu veux? Ça, Ok, poum, ok. poum, poum. Waouh. Fantastique. Ils sont un peu comme des petits cabris ici. Ils courent partout, les enfants. Il y a un moulin en haut. Ouais, il y a un moulin à eau. Donc là, on va essayer de parler un peu plus fort parce qu'on arrive dans une zone très bruyante. Ok. C'est pour décortiquer le riz. Alors, Oh. déjà, moi, j'ai envie d'admirer un peu cette machinerie low-tech. Low-tech, dans ma bouche, c'est plutôt quelque chose de positif. Parce On que utilise ce la sont des force traditions, des traditions de nouveau qu'on a eues un peu Ouais. partout sur la planète, mais que malheureusement beaucoup d'endroits ont oublié. Ouais. Ici, ces traditions et ces savoir-faire liés à la fabrication d'un tel moulin à eau Oui. sont encore conservés. D'ailleurs, cette pièce a été faite récemment. On voit le bois est encore un peu clair, ça a été travaillé récemment. Oui. Et on va voir si à l'intérieur il y a du grain. Oui, on va entrer dans la maison. On va rentrer. Bon, on Comment va laisser ça le caméraman fonctionne? filmer un petit peu parce que là on voit bien. J'ai juste envie de faire une idée. Est-ce qu'on m'entend bien? J'espère en tout cas. Donc là on a une roue qui tourne extrêmement vite parce qu'il a plu toute la nuit. Donc le volume d'eau est très rapide. Et donc la gravité finalement est la seule force qui va être utilisée, la seule énergie qui va être utilisée. C'est pour le coup vraiment une énergie renouvelable. Ce n'est pas une nouvelle énergie. Et qui va actionner un mécanisme à l'intérieur. Bon, tous ceux qui ont vu Oui. des moulins, Comment ça fonctionne en tous ceux qui ont vu des moulins à eau ou des moulins à vent savent qu'il y a un engrenage. Il y a deux axes principaux. Donc l'axe horizontal va entraîner un axe vertical qu'on va voir immédiatement ici. J'entends la voix des cochons. On l'entend déjà. Wow. Alors, on entend les cochons, Vous avez entendu la mais voix surtout des on entend cochons? la roue. Je ne sais pas si on va très bien voir. On va rentrer ici. Eh Nira, 你好，我们看一下，我们可以我们进来看一下，吗？可以吗？我们不entrer 好好啊。Allez. Ok. Peut-être on va essayer d'ajouter un peu de lumière. Ouais, très bien. Il Ouais. y a des riz Cherchez, dedans. cherchez. Et comme ça. Comme on disait, il y a l'axe horizontal qui entraîne un axe vertical et une meule qui va tourner. Alors, à la différence de certains moulins qu'on peut trouver en France, ici, là, on a le riz paddy, donc qui est le Attention, riz, qui a gardé sa balle, son écorce. Et cette meule, en fait, elle ne fait pas de farine. Elle va décortiquer le riz, donc séparer le riz brun du riz de sa balle. Oui. Et donc quand tout ça sera comme séparé, avec cette machine, on peut économiser le temps du travail c'est vrai. et aussi la main-d'œuvre. donc effectivement, il a on sort une parce que autre machine. c'est extrêmement bruyant. Mais effectivement, le riz a été récolté il n'y a pas très longtemps. Oui. Et je pense que ce riz-là, c'est celui de la saison dernière, qui restait la saison dernière, parce qu'il faut le faire sécher. Donc il est d'abord battu à la main, Oui. parfois avec ce genre de machine Avec aussi. ça, c'est pour. Puis on sépare Faire progressivement un tri. les différents éléments. Et là ici, donc on met le riz paddy, on enlève l'écorce et ça va donner du riz complet. Donc avec 1 kg de riz paddy, en général, on fait 750 g de riz complet. Et puis ensuite, on peut encore enlever la petite écorce qu'il y a autour pour avoir du riz blanc avec lequel on va faire la farine blanche. Mais là, on perd encore du poids. Enfin, de toute façon, la balle qui est prélevée ici, elle ne va certainement pas aller à la poubelle. Elle va permettre à la fois de faire des matériaux isolants, elle peut permettre de faire du combustible. Enfin, il faut encore s'imaginer qu'ici, tout est renouvelable. Le riz est utilisé à tous les niveaux, la paille, la balle, bien sûr la graine en elle-même. Oui. Euh, Et cette machine, on peut servir un peu. Alors Pour moi, faire le tri,
facilement Ouais, des graines. ouais. Oui. Ah, je sais pas à quoi ça sert, là, pour être honnête. Ici, il y a un truc. Faire le tri des graines, comment ça? Ici. Oui, Regardez. oui. Et quand tu dis faire le tri des graines, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ici, avec ça, on roule avec ça. Oui. Alors, il y a du vent dedans. On met les riz dedans. Après, avec du temps, on peut faire le tri facilement des graines et des balles de riz. Ah oui, donc tu veux dire qu'on Oui. décortique également, ouais. Après, je travaille là-bas. D'accord. Oui. On va peut-être montrer un peu les arbres qu'on a ici. Oui. Encore une C'est fois, un peu oui, je t'ai vieux. un peu vieux. Alors, Il semble combien de temps? non, celui-ci C'est il a environ, vraiment grand. celui-ci il a un peu plus de 100 ans. Sur un côté peut-être 100, 120. 100, 120. Ce sont des arbres à croissance très rapide. Il faut Oui. encore se souvenir qu'ici on est dans une zone tropicale hein, au niveau de la latitude. Et donc les végétaux poussent extraordinairement vite et bien. Mais au-delà de la grandeur et de la magnificence on va dire, des arbres, il y a tout leur côté symbolique. On disait tout à l'heure que les Rani étaient un peuple presque polythéiste, mais plutôt animiste. Ça veut dire que chaque arbre, surtout un vieil arbre comme ça, est un Oui. peu un protecteur pour le village en réalité. Protecteur. À C'est aucun vraiment- moment, personne ne s'imaginerait couper un arbre comme ça dans un village Rani. Ce serait impossible, il ne pourrait même pas y penser. Ce serait un peu comme tuer un être humain. Donc voilà, c'est un peu Il y a une belle vue. oui, Avec une des belle nuages. vue blanche. Nous Ouais. sommes au milieu des nuages. S'il n'y a pas de nuages, on peut regarder tous les rizières. Ici, c'est ça. Voilà, donc je vous présente un magnifique panorama, Oui. l'un des plus célèbres de Chine, derrière les nuages. Voilà, donc c'est pas très grave parce que je pense que tout le monde connaît les rizières en terrasse de Yuanyang, Oui. peut-être sans connaître le nom, Oui. mais tout le monde a vu ces terrasses, ces miroirs d'eau comme Oui. ça, qui sont étagés, qui sont à flanc de montagne. Ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est à quel point le peuple Rani est extraordinairement travailleur. Oui, c'est pense que- vraiment un miracle avec le travail, les rizières en terrasse. Oui. Ouais, c'est pas vraiment un miracle, c'est juste du travail acharné et constant. Oui. Pendant des siècles en fait tout simplement. Oui. Je demandais à un local hier quand avaient été établies les rizières. Donc il disait à peu près la culture en terrasse remonte à 1300 ans environ. Oui. Alors le travail continue. Hein. De génération en génération en génération, il faut en permanence continuer à maintenir les équilibres. Parce que si demain par exemple il y a je sais pas, le changement climatique qui modifie le régime des précipitations, il va falloir s'adapter à tout ça. Je pense que le peuple Rani, en conservant ses traditions, est tout à fait Oui. capable Oui. de dépasser les petites difficultés comme celle-ci. Oui, aujourd'hui, j'ai vu trop de choses très intéressantes. Des paysages vraiment magnifiques. Je vois les Rani vivent avec une harmonie entre la nature et l'humain. Je crois Ouais. que plus encore que ce que tu dis, mais c'est Ouais. ça, mais encore plus, c'est qu'ils se considèrent comme une partie intégrante. Il n'y a pas l'humain d'un côté et la nature de l'autre. L'humain est juste un élément Oui. parmi d'autres, à Oui. égalité avec Oui. la nature. Oui, c'est ça. Donc ça c'est assez impressionnant parce que ce sont des choses qu'on a un peu oubliées, je pense, dans les parties un peu plus modernes Oui. de Chine et du monde. Oui. Ça, Donc c'est- ici, avec la montagne, les rizières, le village et eux aussi, ce sont des éléments construits ensemble. Alors, un écosystème cohérent. Je crois que c'est le bon mot, écosystème. C'est même plus qu'un écosystème cohérent, c'est des écosystèmes impliqués dans des écosystèmes, impliqués dans des écosystèmes et finalement une harmonie globale qui va probablement durer encore, en tout cas je l'espère, des centaines voire des milliers d'années. Nous Alors, vous invitons, si vous avez la chance Oui. infime, mais quand même de venir ici, Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez une laisser les expérience, commentaires. Oui, une c'est expérience tout extraordinaire. pour notre live. Alors, oui, n'hésitez pas à laisser les commentaires et s'abonner à CJDN français. N'oubliez pas également de cultiver votre jardin comme le font les Rani. Oui. Une belle philosophie de vie. À bientôt. À bientôt, à la prochaine fois.